Le forum du studio Kalamgou. 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 Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Je suis Nafisa Adam Sirfo, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Forum de la presse, votre émission hebdomadaire de laquelle nous décryptons l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias de Niamey. Nécrologie dans le Forum de la presse de cette semaine, il s'agit du décès de l'ancien président Tanja Mamadou. Mardi dernier à Niamey, à suivre les commentaires de nos confrères sur les points forts de la gouvernance de celui qui fut affectueusement appelé Baba Tanja par une partie des Nigériens. Sur le plan politique, un forum des parties prenantes au processus électoral en cours au Niger a été organisé la semaine dernière à Niamey à l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le thème était élections apaisée et inclusive, enjeu pour la consolidation de la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité au Niger. Chapitre politique toujours, nous parlerons des alliances politiques qui se créent entre certains partis politiques avant l'ouverture même de la campagne électorale. Enfin, nous irons au Burkina Faso pour parler des élections législatives et présidentielles. Avec les résultats officiels, le président au pouvoir, Roch Marc Christian Kaboré, qui passe au premier tour avec environ 58% de suffrages. Pour échanger donc sur ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Ousseini Issa. Il est journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir à vous. Bonsoir Nafisa. El Haj Mahamadou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, est avec nous au téléphone. Bonsoir El Haj. À la modération, c'est Nafisa Adam Sirfo. Bonsoir à tous et bienvenue. L'ancien président du Niger, Mamadou Tanja, n'est plus. Il a tiré sa révérence le mardi 24 novembre à Niamey à l'âge de 82 ans. Feu Tanja Mamadou avait dirigé le pays de 1999 à 2010. Beaucoup de Nigériens gardent de bons souvenirs de celui qui fut affectueusement appelé Baba Tanja. Mokhtar Hamadou a rencontré quelques-uns. Je vous propose de les écouter. Tanja shugaban kasa da na Nijar wanda dace da abin da daidai ya kasa abin da suka so shi na shi kai musu daidai ba harkar tura shi kai ba harkar kasa talaka dan Nijar dan kasa abin da suka so su ci gaba shi na shi kai musu bai kawo musu nauyin da ba su ima to wallahi mu yanzu abin da muke so ubangiji Allah shi kamar shugaban kasa irin shi wanda ga aiki da kasa daidai wanda ya kamata tun da mu iko na Tanja muna ganin kamar abu na wanda aka hili da kowa duk ɗana babu bambanci gare shi wanda dan bariki na wanga abu na shi mun ji ciwon wannan rasuwa ta shi kuma ubangiji Allah ya ji kanshi mutum ne mai hakuri mutum ne kuma mai dangana kuma mutum ne wanda ke tausaya talakawa dan saboda yau in ka shiga cikin karkara in ka kace musu Tanja ya mutu akwai mai kuka da yawa saboda can duk ya mai da hankalin shi bisa ga talakawa saboda ya zamana cikin su ya san halin su ya san bukatun su sai dai mu ce wannan tsoho da ya rigaye mu Allah ya ji kanshi Allah shi gafarta mishi amma Tanja yana tausaya mu talaka yana son kasar shi Tanja kuma ya yi aiki sosai saboda mun gani karkara ba abun da bai taimaka mu talakawa ba sosai ya tausaya mu talaka yana tausayin talaka sosai Nous venons donc dans ce studio. Je commence par vous, Madame Maïmouna Diado. Que de bons souvenirs que gardent les Nigériens de Feu Tanja Mamadou qui nous a quittés le mardi. Vous, de votre côté, quels souvenirs vous gardez de Mamadou Tanja, Feu Mamadou Tanja? Merci Nafisa pour m'avoir posé donc cette question sur l'homme qui était Tanja Mamadou. Quel est le souvenir ou bien les souvenirs, parce que en fait
il a fait beaucoup de choses pour ce pays, pour le Niger. Beaucoup de choses que, par exemple... Beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, quand je prends du côté donc du monde rural, parce que c'est quelqu'un qui se soucie en fait de la population, surtout du monde rural, il a investi beaucoup dans le monde rural. Parce qu'il croyait en ce monde rural. Il croyait à l'autosuffisance alimentaire. Il a investi dans la jeunesse, parce qu'il croyait également en la jeunesse nigérienne. Quand je regarde également du côté de la femme nigérienne a eu beaucoup plus au régime de Tanja. Quelques exemples. Les exemples, quand je prends par exemple, quand on regarde du côté donc, de la femme, il y a ce qu'on appelle la prise en charge de la césarienne. À l'époque, c'était bien sûr le président Tanja qui avait amené ça. Quand on regarde également par rapport au cancer, le centre cancérologique de Niamey, c'était également une idée du feu Tanja. Quand on regarde aujourd'hui les femmes qui sont au niveau donc, du monde rural, comme je le disais à l'instant, le cash for work, c'était une idée également du président Tanja. Autant de réalisations pour les femmes, autant de réalisations également pour les enfants, avec la gratuité des soins de 0 à 5 ans. Et quand on regarde également, quand je dis tout ceci, c'est parce qu'il a regardé, en fait, pour pouvoir jumeler les trois, parce qu'il sait qu'un pays ne peut pas se développer sans la jeunesse, sans la femme, sans le monde rural. Et il l'a compris ainsi. Et je garde de très beaux souvenirs du président Tanja, surtout avec cette histoire de l'uranium, où il avait chassé Areva du Niger. Il a fait imposer ses lois, les lois du Niger à Areva, où le président Sarkozy était obligé de venir ici au Niger, rencontrer le président Tanja, du jamais vu. Et ça a porté ses fruits. Donc... Ça a porté ses fruits parce que, comme il l'a dit, l'uranium appartient aux Nigériens. C'est aux Nigériens de fixer les règles du jeu. Voilà, ça c'est un grand souvenir que je retiens de lui. Et je retiens encore un autre souvenir de lui, c'est qu'à l'époque, il avait rehaussé, n'est-ce pas, les pécules des contractuels de l'éducation. Ça, c'est également un grand pas pour ce président. Les réalisations, les actions n'en finissent pas. Les actions n'en finissent pas et on dit que tout être humain, en fait, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Malheureusement, c'est avec un rallonge de 3 ans qu'il avait demandé pour continuer les actions, le Tazarké qu'il a fait partir. Mais je suis sûr qu'en bon musulman qu'il était, il avait le remords aussi, après avoir quitté le pouvoir, de voir pourquoi est-ce que lui aussi, il a cherché à faire un rallonge de 3 ans. Et jusqu'à présent, les Nigériens gardent en lui un baba modèle. Comme il l'appelle Baba affectueusement, Tanja. Oui. Un baba modèle pour ce pays, qui cherche coûte que coûte à ce que son pays se réveille en bon état et que la population ou bien le peuple du Niger soit rassasié en alimentation et financièrement. Donc vraiment, ce sont des souvenirs que je retiens de lui et que Dieu, le miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel et paix donc à son âme. Et mes condoléances à toute sa famille, à sa famille politique aussi, il ne faut pas l'oublier, et à tout le peuple nigérien. Alors, Ousseini Issa, feu Baba Tanja, selon vous, comment il a vraiment marqué l'histoire du Niger? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Ce que je vais commencer par dire, je présente d'abord mes condoléances à sa famille, mais également au peuple nigérien, que Dieu ait son âme. En réalité, ce que je retiens de Tanja, c'est que en matière de patriotisme et de nationalisme, il est difficile de trouver, il est à l'image de Kounché, son compagnon d'armes. Et il a démontré pendant les 10 ans qu'il était resté au pouvoir. Oui. Maintenant, par rapport à ce que je peux dire concernant l'homme, la route nationale numéro 1, c'est Tanja qui a supervisé sa construction. La RNE. En tant que militaire. Oui. C'était lui qui avait fait ça. Indépendamment de ça, quand il était à ses postes de préfet, la rigueur, c'est-à-dire que l'État doit être respecté. Les droits des autres doivent aussi être respectés des citoyens. Et il l'a démontré.
En termes de nationalisme, il a prouvé ça à tous les Nigériens. On était dans une situation quand il est arrivé au pouvoir, parce que c'est d'abord quelqu'un de très altruiste. C'est-à-dire pratiquement, il a tenté, la présidence. Pendant toutes les années qu'il n'a pas pu parvenir, il devenait député, mais il préférait laisser aller son suppléant. Voilà, oui. N'est-ce pas? Contrairement aux autres, quand ils ne sont pas présidents, ils vont aller s'asseoir à l'Assemblée. Lui, il a considéré que c'est la présidence qui l'intéresse. Tout le temps qu'il a passé dans l'opposition, il était député, mais il considère que non, ce n'est pas à ce niveau-là que lui, il peut réagir. Voilà, il peut agir. Maintenant, concernant le nationalisme, le patriotisme dont je parle, nous avons tous vu ce qui s'était passé quand il est arrivé par rapport à l'uranium. Il a dit, que Maïmouna vient d'évoquer. Il a dit non, on ne peut pas continuer, on ne peut pas nous griger tout le temps. Et que moi, personnellement, en tant que président de la République, je ne vais pas aller négocier. C'est eux qui veulent ma ressource. C'est eux qui vont venir chez moi. On va discuter des termes, des échanges. Il y a non seulement l'uranium, il y a également le pétrole. Quand il a décidé que le pétrole va être exploité, parce qu'il y a eu beaucoup de dilatoires autour de ce pétrole-là. Des dilatoires, expliquez-nous un peu. C'est quoi le dilatoire? Il y a des gens qui ont considéré que le pétrole, c'était de l'eau. Que ce n'était pas possible. Les gens défilaient. Moi, un temps, j'étais à Zender, avant qu'ils n'accèdent, pas à Zender, plutôt à Difa. Avant qu'ils n'accèdent, c'était sous le règne de, comme on avait dit, comment on appelle le défunt Barry, quand il était président de la République. Mais il y avait beaucoup de compagnies qui venaient, qui exploraient, mais qui s'en allaient. Il y avait la ressource qui était là, importante, mais personne ne voulait, parce que tout simplement, on voulait créer les conditions pour... Quand Tanja est arrivé, il a estimé qu'à partir du moment où la ressource est là, on va trouver un partenaire. Il a fait appel aux Chinois. Donc, si on comprend, Tanja a vraiment beaucoup fait pour le Niger. Non, il a fait appel aux Chinois. Il a dit, voilà, j'ai du pétrole, venez, on va s'entendre par rapport à l'exploitation de ce pétrole-là. Vous allez nous créer en plus, nous créer encore une raffinerie. N'est-ce pas? Oui. Il a fait tout ça. Et aujourd'hui, le pétrole qu'il a fait sortir du sous-sol, ça provient à qui? Ceux qui ont qualifié ça de l'eau. Donc, en gros? En gros, je vais dire, en matière d'intégrité, en tout cas, c'est une race en voie de disparition. Parce qu'aujourd'hui, il est venu au pouvoir, il a géré le pouvoir pendant 10 ans. Mais personne n'a vu pour dire, voilà, l'ostentatoire là. Non. Il a fait ce qu'il a pu faire. Il est resté modeste. Et depuis qu'il a quitté le pouvoir, après le coup d'État, quand il a été libéré, après la prison, personne ne l'a vu encore dans un débat politique. D'accord. Oui. Également un communicateur. Tange était un communicateur. Parce que quand il se trouve en face de sa population, il préfère s'exprimer dans sa langue maternelle. Oui, justement. Donc, c'est un vrai communicateur. Il n'a pas besoin de la langue de Molière pour s'exprimer à sa population. Feu Tange Mamadou a donc beaucoup fait pour le Niger, beaucoup d'actions dans le monde rural du côté de la femme. El Haj Suleiman, selon vous, qu'est-ce que vous retenez vraiment de la gestion de Mamadou Tanja, de Feu Mamadou Tanja? Merci bien, Nafisa. Je commencerai, comme tout le monde, justement, à prier pour Tanja, qu'Allah lui fasse miséricorde. En tout cas, c'est une grande perte. On a perdu un patriote, un serviteur de l'État, un homme d'État, j'allais dire. Bref, du partout, c'est le témoignage qui est fait par ce grand homme qui vient de disparaître. La nation nigérienne est en deuil, c'est un fait. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses à dire sur la gouvernance de Tanja. Tanja, d'abord, le militaire, donc le préfet d'antan, le ministre de l'Intérieur, donc le chef de l'État. Et donc, il y a de la rigueur qu'ils ont appris aux côtés de Kounti, certainement. Mais vous savez, comme toute œuvre humaine, nous pouvons être amenés justement à commettre des erreurs, en plus de tout ce qui peut être, en tout cas, considéré comme acquis. Par exemple, au niveau de la gouvernance, on se rend compte que son programme spécial, Tanja, a été très généreux, ce qu'on ne dit pas souvent assez. Généreux comment?
il offrait des chèvres, des vaches aux femmes. En réalité, il y en a vraiment qui l'ont eu. Ce n'est pas un programme ou vraiment un crédit. Mais franchement, dans la réalité, les gens étaient servis comme ça, parce que bon, je crois que c'est la dette qui est remboursée. Et vu sa philosophie, donc sa façon de voir les choses, il faudrait faire profiter en tout cas le peuple, en tout cas les populations. Donc on peut vérifier, il y a beaucoup en tout cas de gens qui ont eu ces chèvres, ces vaches à titre vraiment juste gratuit. Mais je pense qu'en termes de bonne gouvernance, ce n'est pas une bonne chose. On aurait pu mettre ça dans un cadre de crédit remboursable pour permettre justement à tout le monde, en tout cas à la majorité des Nigériens ou Nigériennes d'avoir. Donc, ceci dit, effectivement, c'est la santé, donc les cases de santé. C'est vraiment, et en termes de proximité, donc sa vision de choses très pragmatiques. Donc, en tout cas, il a fait la différence. Mais j'ai dit, comme toute œuvre humaine, il faut le souligner. Comme on dit en langue, il n'y a souvent pas de mauvais chefs, mais de mauvais courtisans, en tout cas des conseillers. Les hommes, l'entourage du président, ils ont amené Tanja à commettre une forfaiture, en tout cas du point de vue historique. Cela a entaché sa gouvernance, en tout cas l'homme d'État qu'il fut. Et je sais que véritablement, nous le savons, parce que c'est une histoire récente, Tanja a été influencé par justement les acteurs de la société civile, en tout cas des membres de son gouvernement et sa famille, dit-on. Donc vraiment, ils sont en train de remuer vraiment le couteau dans la plaie, comme on dit. Quand je dis, en fait, ce que ça amène Tanja à faire, par exemple, en dissolvant la Cour constitutionnelle. Oui, justement, oui. En faisant le trésor, c'est véritablement Tanja s'est fait en tout cas par la petite porte de l'histoire. Et vous voyez maintenant, Dieu merci, quand on pèse justement entre le pour et le contre, malgré donc cette situation, en tout cas, rappelez-vous, quand Salou Zibo a fait le coup d'État, aussi c'est les Nigériens qui ont applaudi. Les gens étaient sortis applaudir que c'était vraiment, on a arrêté un dictateur, voilà. Mais malheureusement aussi, Salou Zibo était, après avoir gouverné à l'œuvre, on s'est rendu compte que véritablement, il ne faisait pas mieux que Pontier, et par conséquent, aujourd'hui, ce qui reste en tout cas, que ce soit les débats sur les réseaux, sur les médias, en tout cas, vous écoutez les Nigériens. Donc, l'image qui est retenue des Tanja, en tout cas, elle est positive. Donc, ce qui fait que l'incident de César arrêté n'a pas du tout entaché sur la vision que les Nigériens ont de leur président, en tout cas, l'homme d'État, le peut-être, en tout cas, qu'ils ont donc considéré qu'ils ont aimé. L'image donc que retient les Nigériens de Tanja est positive. Maïmouna, pensez-vous que nos chefs d'État doivent s'inspirer de Tanja? Mais absolument, nos chefs d'État doivent s'inspirer de l'exemple de Tanja. En positivité, parce que je l'ai toujours dit, l'être humain n'est pas parfait. Mais en termes de positivité, je pense qu'ils doivent s'inspirer de Tanja. Tanja en a fait beaucoup. Il a montré sa capacité de faire. Il a essayé de montrer aux uns et aux autres que le Niger peut s'en sortir. Et il l'a montré, il l'a démontré à plusieurs raisons avec ses 2 mandats, en fait, les 10 ans qu'il a fait à la tête du pays. Paix donc à l'âme du feu. Passons donc au deuxième sujet de ce forum sur le plan politique. Un forum des partis prenant au processus électoral en cours au Niger a été organisé jeudi 19 novembre passé à Niamey à l'initiative de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO. Le thème était élections apaisées et inclusives, enjeux pour la consolidation de la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité au Niger. Pour le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante CENI, cette activité vient à point nommé car elle permettra aux différents acteurs d'avoir des échanges fructueux afin d'aboutir à des élections apaisées et inclusives. Cependant, l'opposition n'a pas pris part à cette rencontre. Ousseini Issa, est-ce qu'on peut dire que ce forum a atteint ses objectifs au vu de l'absence de l'opposition à la rencontre? Objectif. Qui a organisé le forum? Est-ce que c'est à la CEDEAO de venir organiser un forum pour la paix? La CEDEAO, si on peut le dire, est l'une des Non, qu'on arrête. Il y a un cadre qui est là, qui a été créé depuis 2004.
le Conseil national de dialogue politique, s'il y a des différences, s'il y a des problèmes, c'est à ce niveau que ça devait se régler. Ce n'est pas la CEDEAO de venir au Niger. Dans tous les cas, c'est un syndicat. La CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État. Partout où il y a eu des crises, ils voyaient venir la crise. Ce n'est pas à la fin du processus qu'ils vont venir tenir un forum pour dire qu'on est venu pour créer les conditions d'apaisement. L'opposition n'a pas accepté. Je ne vois pas pourquoi l'opposition va aller s'asseoir. C'est ça, la CEDEAO connaît mieux les problèmes des Nigériens que les Nigériens eux-mêmes. C'est un échec, donc si on le comprend. Pour moi, ils sont venus s'amuser. Ils sont venus tourner au Niger, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso encore, ça va. Mais pour moi, cette organisation-là, je ne vois pas son utilité. Je ne vois pas son utilité. Quand vous voyez la fumée en train de prendre, mais intervenez bien avant. Ce n'est pas quand la fumée, le feu va partir que vous allez venir dire non, forum pour la paix, la stabilité des élections inclusives. Mais vous voyez venir les choses. Pourquoi vous n'avez pas agi en amont? C'est ça le problème. Moi, j'ai dit, il faut qu'on cherche que les Africains commencent. D'abord, un problème dans un pays, c'est les enfants du pays. Et il faut la participation de toutes les parties, comme ils l'ont dit. Quelle participation de tous? Qui? Ils sont venus en villégiature ici, ils ont fait leur activité, ils ont réuni ce qu'ils ont pu réunir. Sinon, le cadre le plus approprié, c'est le CNDP. C'est le CNDP. Et le CNDP ne fonctionne pas. Et pourquoi ils vont venir? C'est eux qui pensent. Quand les gens ne veulent pas s'entendre à l'interne, ils ne veulent pas s'écouter, ils ne veulent pas créer un cadre minimum pour qu'on ait des élections transparentes, admises par tous. Mais ce n'est pas la CEDEAO. La CEDEAO, dès que ça va venir, ils vont plier leurs bagages, ils vont faire leurs valises, ils vont retourner chez eux. Donc si on comprend, Ousseini, cette rencontre est un vrai échec. El-Haj Suleiman, ça a donné quoi? El-Haj Suleiman, qu'en pensez-vous de cette rencontre sans l'opposition, une rencontre de toutes les parties prenantes aux élections apaisées? Je dois préciser que, en tout cas, les initiateurs ont convié tout le monde. À l'ouverture, il y avait par exemple le Dr Suleiman, un candidat à l'élection présidentielle. Le Luman a été représenté par Maître Moussi. Le MNSD, son SCG, il y avait donc Moussa Haroul, son SCG. Donc, en réalité, il y avait également la présence de Salou Jumbo, Tahir Gimba. Disons que, franchement... Quand même, il y a des partis de l'opposition qui ont décrié le fait que l'opposition ne soit pas justement, en réalité, la vérité, c'est que ma compréhension des choses, l'opposition ne pouvait pas venir parce qu'en réalité, je pense qu'il considère que cette réunion ne pourra pas changer les règles du jeu parce qu'à l'étape actuelle, il est évident qu'on ne peut pas fondamentalement arrêter le processus. Donc, quelque part, pourquoi perdre son temps? Pourquoi véritablement venir poursuivre peut-être une situation, en tout cas, qui ne peut pas rien changer? Parce que, véritablement, comme on l'avait dit tout à l'heure, oui. La CEDEAO n'a pas bonne presse. La CEDEAO en tout cas, aujourd'hui, vraiment a fait vraiment, je veux dire, une mauvaise réputation en cautionnant un certain nombre de forfaitures dans les plus récentes. La situation en Côte d'Ivoire et en Guinée sont assez illustratives. Par exemple, on voit le 2 poids 2 mesures, c'est son comportement au Mali. Donc, bref, je pense que quelque part, franchement, en soi, la CEDEAO ne mobilise pas, donc ne rassure pas d'une certaine façon, de mon point de vue. Mais la vérité, c'est que n'oublions pas quand même le CNDP n'a pas pu régler la situation. On se souvient, il y a eu d'autres initiatives à l'international, comme l'OIF, qui a été sabordée par l'opposition, parce qu'on se souvient comment l'opposition avait traité le médiateur, donc le béninois, le professeur Dossou, qui, selon l'opposition, il travaillait donc pour la majorité, en tout cas pour la partie gouvernementale. Donc, en réalité, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés par le CNDP, malgré des initiatives nationales et internationales. Ce n'est pas donc à la veille des élections que la CEDEAO pourra justement faire quoi que ce soit. Donc, si on comprend El-Haj Suleiman, vous soutenez que ce forum n'a vraiment pas raison d'avoir lieu en ce moment?
Mais à partir du moment où les problèmes en fait, posés sur la table par l'opposition sont réels, je vais dire, restent entiers, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression que c'est un coup d'épée de l'eau, c'est-à-dire que peut-être moi je me suis dit que la CEDEAO a voulu faire comme en 2016, le NDI avait obtenu le code de bonne conduite, donc ils ont fait signer un document à tous les candidats pour faire montre de fair play en cas d'élection. Quand tu as perdu, vraiment tu reconnais ton échec. Peut-être qu'au minimum c'est ce qu'on pourrait attendre de cette rencontre. Mais bon, je pense que l'opposition voyait venir la CEDEAO, donc ils n'ont pas jugé utile en tout cas de venir à cette rencontre. Et de mon point de vue, franchement, ça ne change à rien à la situation actuelle. Parce que tout simplement, l'idéal serait que tout le monde soit là, l'opposition, la majorité, et qu'on dise qu'il y a eu un consensus, un accord sur, en tout cas, certains éléments qui concernent vraiment le processus en cours. En cours au Niger. Alors, Maïmouna Diado, pour vraiment avoir des élections apaisées au Niger, selon vous, comment vraiment réussir un dialogue entre toutes ces parties prenantes, notamment l'opposition, la majorité? Comment vraiment réussir un dialogue entre ces parties-là? En fait, ça sera très difficile. Ça sera très difficile d'avoir un dialogue à ce stade. Parce que si le dialogue devrait commencer, c'est dès le début. L'opposition a été claire. L'opposition a boycotté dès le début le processus électoral. Avec le CNDP? Avec le CNDP. Elles n'ont pas voulu siéger. Elles ne reconnaissent pas la CENI. Elles ne reconnaissent pas la Cour constitutionnelle. Mais dans ces cas, comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue sérieux avec une opposition qui est en train de bouder et une majorité qui connaît déjà ce que l'opposition attend de cette majorité et souhaite de cette majorité quand même. Donc l'opposition a toutes ses raisons? Donc je ne dirais pas que l'opposition a toutes ses raisons, mais quand même, il fallait écouter dès le début l'opposition et essayer de régler, même si ça serait peut-être des choses qui peuvent être réglées pour qu'il y ait ce consensus, pour qu'il y ait au moins un dialogue. Mais à ce stade de la fin de ce processus électoral, je ne pense pas qu'on peut résoudre le problème par un dialogue. Ça serait très difficile. Oui. Ce que je veux dire, ça dit que le CNDP a été créé. Ce n'est pas un cadre, c'est un cadre de recherche de consensus sur les questions politiques et sociales. Maintenant, eux, quand ils sont arrivés, ils ont dévoyé cette mission du CNDP. Ils en ont fait un instrument où il faut aller voter. Alors que ce n'est pas ça le principe. Ce n'était pas ça le principe. Et voilà un peu la raison pour laquelle, quelque part, l'opposition a décidé. Parce que tout simplement, il y a un problème qui se pose. On ne voit pas le nombre. Donc, oui. Aujourd'hui, ils ont transformé ça. Ça a fait que les choses n'ont pas pu évoluer. Mais plus grave encore, un temps, il était question de mettre un comité, un cadre élargi à des personnes, comment dirais-je, des autorités qui ont une certaine autorité morale pour pouvoir négocier. Oui. Voilà, une petite mini-conférence pour essayer d'aplanir. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Par le seul fait que, de l'autre côté, on considérait que non, nous allons avancer. On n'a pas besoin, nous allons avancer parce que nous avons des échéances à tenir. Et donc, selon vous, que faire donc pour faire face à toutes ces Mais que faire? Quelles sont vos propositions? C'est quoi, que faire? Mais il faut bien s'entendre, non? Il faut s'asseoir à discuter pour pouvoir trouver un minimum. Mais quand il n'y a pas ce minimum-là, que faire? C'est quoi on peut faire? Il peut faire quelque chose. Parlons toujours d'élections. Dans l'actualité, plusieurs partis et groupements de partis politiques ont déjà officialisé leur soutien à des candidats pour les élections présidentielles à venir, alors même que le code électoral est clair au sujet des alliances politiques avant les campagnes. Toute coalition qui se crée avant même l'ouverture de la campagne électorale est illégale selon l'article 91 du code électoral en vigueur au Niger, explique Issa Kamossi, il est politologue. Je vous propose de le suivre. On parle d'un parti politique lorsqu'il s'agit d'une organisation politique qui est durable, qui est implantée aussi sur l'ensemble du territoire et qui a pour but la conquête du pouvoir. Mais cette conquête aussi doit se faire grâce à un soutien populaire. Aujourd'hui, si on regarde la configuration de nos partis politiques ici, on peut bien dire qu'avec certitude que d'autres remplissent ces conditions, mais d'autres pas du tout. Avant, pendant et après les élections, il y a des alliances qui se font et qui se défendent. Et qui dit alliance dit partage des gâteaux.
après vous avoir soutenu, lorsque vous allez parvenir au pouvoir, vous allez nous donner quelques postes de responsabilité. Toute déclaration, toute coalition qui s'est faite avant l'ouverture de campagne présidentielle, législative ou locale, c'est tout à fait illégal. Là, je vous renvoie à l'article 91 du Code électoral nigérien et qui a prévu, par exemple, des sanctions face à ces faits. Toute coalition qui se crée avant même l'ouverture des campagnes électorales est illégale selon le politologue, selon l'article 91 du Code électoral en vigueur au Niger. Mais Mouna, comment donc expliquer toutes ces alliances précipitées, si on peut le dire? Oui. D'abord, est-ce que ces partis politiques ne respectent même pas le Code électoral? Parce que s'ils respectaient le Code électoral, ils allaient attendre d'abord de connaître le suffrage. Ce qui va sortir des urnes d'abord. Ils me connaissent donc. Au premier tour quand même, pour aller faire des alliances. Mais aujourd'hui, apparemment, on crée des partis politiques. C'est avoir une vision avant même les élections. Donc, je vais essayer d'aller à la mangeoire, comme on le dit. Je vais chercher à m'agripper, tout en espérant que le candidat que je vais soutenir sera le président de la République. Bon, c'est des partis politiques qui font des alliances pour chercher leur gagne-pain, pour chercher des postes après, parce que tout parti politique qu'on crée ou bien qui est créé au Niger, c'est pour que ce parti politique au moins puisse aller aux élections et voir le nombre de suffrages qu'il peut avoir. Donc mais vous voulez dire que ces différentes partis qui font des alliances par-ci, par-là, c'est un jeu de partage qu'ils attendent, le partage du gâteau. On l'a toujours vu. C'est des alliances, c'est des partages du gâteau après. Elhadj Suleiman, êtes-vous d'avis que tous ces partis, tous ces groupements de partis qui font des alliances avant même l'ouverture de la campagne électorale, ce n'est que pour leur intérêt, comme on l'a compris? Franchement, oui, moi j'ai écrit plusieurs fois sur cette question. La Cour des comptes a établi justement la malgouvernance au sein des partis politiques. On se rend compte à l'évidence que c'est une escroquerie. Certes, le Niger a opté pour le multipartisme intégral, mais on se rend compte à l'évidence que les partis politiques, en tout cas le réseau des partis politiques ne concourt pas à la bonne gouvernance, bien le contraire. On a vu des partis politiques rompre des alliances en mettant en avant leur intérêt politique. Donc, on ne voit pas le pays, on met en avant plutôt, donc, tel que Strapontin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, par rapport à la question des alliances, ça, de ce point de vue, vous voyez, les coalitions se font, il y a des fronts qui ont été faits. Ça, c'est un jeu, je pense que le juriste parle clairement de toute coalition. Donc, en fait, avant, elle est illégale. Mais dans la réalité, on se rend compte que dans en tout cas, avant la période électorale, il y a des fronts qui se constituent, donc des alliances qui se font. Et la politique, je ne sais pas là vraiment si un juriste qui a parlé. Oui. Mais tout ce que je sais, en tout cas, de ma culture en philosophie, la politique met en avant les relations d'amitié, donc la diversité. Il y a toujours des alliances, on a toujours besoin des alliés, et on se rend compte à l'évidence que c'est quand même le propre de politique, donc avoir des alliés, avoir des amis sur lesquels on compte. Maintenant, la stratégie, on peut justement reprocher parce que franchement, en quelque temps... autant de partis qui se rallient à des candidats. On a plus de 150 partis politiques au Niger. Vous voyez, au niveau des grandes démocraties, on a principalement 2 partis. Je pense que les citoyens peuvent se retrouver entre deux options politiques, 2 offres. Par exemple, aux États-Unis, c'est les démocrates et les républicains. En France, on connaît justement la gauche et la droite, même si, en tout cas, aussi, il y a une évolution de l'autre côté. Bref, moi, pour revenir à la réalité, c'est que, vous voyez, par exemple, les alliances qui se fixent avant, donc, comme il dit, la campagne électorale, les vraies alliances se jouent au moment du deuxième tour. Oui, toute alliance faite dans la réalité avant, on se rend compte qu'il y a eu combien d'alliances, mais la vraie alliance, en tout cas la plus décisive, elle se tisse s'il y a 2 second tours,
c'est au moment de second tour que les gens vont voir clairement en tout cas les tendances, ou bien vont vraiment véritablement décider en fonction de leur intérêt. Maintenant, les autres partis politiques, les petits partis politiques, ou du moins les partis politiques qui ont dès maintenant choisi à accompagner un candidat dès le premier tour, ça je considère que c'est un choix donc raisonné, c'est-à-dire que compte tenu de ma force politique, je ne peux pas présenter un candidat aux élections présidentielles, mais je peux maintenant apporter mon soutien à un candidat. Je pense que cela est un point de vue, en tout cas c'est rationnel, c'est raisonnable. Ok, alors Ousseini Issa, si vraiment tous ces alliances, ce jeu d'alliances, comme l'ont expliqué vos prédécesseurs, Ousseini et Elhaj Suleiman et Memouna, ils ne le font que pour leur intérêt. Quelles peuvent être les conséquences donc? Vraiment, on s'amuse avec comment dire, les Nigériens, on s'amuse avec l'avenir des Nigériens. Regardez un peu la prolifération de ces partis. Un parti se crée par rapport à une idéologie, un projet de société. Maintenant, les gens créent des partis, c'est des clubs d'amis. On ne va même pas aux élections. Alors que le code est très clair. Au bout d'un certain temps, quand un parti se crée, normalement, vous allez aux élections. Mais si vous n'allez pas aux élections, vous allez créer le parti juste pour attendre de voir c'est de quel côté la balance va peser. On se met de ce côté. On se met de l'autre. Ça veut dire que d'emblée, moi, je ne vais pas aux élections parce que je n'ai pas les moyens. J'ai des intérêts. Ce qui m'intéresse, je vais attendre de voir qui des deux candidats qui vont, en tout cas, qui sont les candidats les mieux positionnés, je vais m'aligner. C'est-à-dire, je suis des douaniers. Je ne vais pas à des élections. Même pour les locales, je ne vais pas aller. Je ne suis pas représentatif. C'est ça la difficulté, c'est ça le problème dans ce pays. Moi, je pense qu'il faut revenir à la norme. Il faut mettre fin à ces pratiques-là. Un parti, au bout de 5 ans, en tout cas, au bout de deux cycles, si le parti ne présente pas de candidat, moi, je pense qu'il faut supprimer ce parti-là. Il faut le dissoudre. Il faut lui retirer l'agrément. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Oui, rapidement, Memouna, pour clôturer ce chapitre. Selon les conséquences que je vois aussi, c'est par exemple un candidat qui a plusieurs, ou bien parti politique, qui a plusieurs alliés. Oui. Aujourd'hui, il est difficile de mettre un gouvernement qui va à l'image du pays, qui va travailler pour le pays. C'est pour ça qu'on voit les pléthoriques. Pour un gouvernement, on voit plus de 40 ministres. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes ministres qui réclament. Parce que moi, j'ai fait une alliance avec un candidat. Donc, il faut qu'on me positionne. Il faut qu'on me donne le poste que j'ai envie. Mais aujourd'hui, est-ce que ça serait facile pour un parti politique qui aujourd'hui, qui a son candidat qui devient président de la République, de gérer les problèmes de ce pays? Ce sera difficile. Ça sera très difficile. Dernier point donc de ce forum, le dimanche 22 novembre 2020, les Burkinabés étaient aux urnes pour élire leur président et leurs députés. Après donc des résultats qui tombaient à compte-gouttes, des résultats provisoires, Roch-Marc Christian Kaboré arrive en tête avec environ 58% des voix. Qu'en dites-vous, Ousseini Issa? En Afrique, vous savez, il ne peut pas y avoir des élections propres. Quoi qu'on fasse, ce n'est pas possible. Celui qui est au pouvoir, il a tout, comment dirais-je, il a tous les moyens. Il dispose celui qui tire les ficelles. Oui. On est en Afrique, il ne faut pas s'attendre. Je ne dis pas que ça a été... C'est une élection parce que les opposants ont dénoncé le fait de transporter les urnes par des motos, tout ça. Il y a plein de problèmes. En Afrique, ça ne peut pas manquer parce que c'est de manière délibérée que les gens vont créer les conditions pour que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on trouve des failles. Sinon, un processus qui s'étale sur une période de 3 ans, s'il y a la volonté d'aller, de faire quelque chose de propre, en incluant de manière inclusive, moi, je dis, il ne peut pas y avoir de problème. Mais c'est le monde mal. Et puis, dans tous les cas, c'est le deuxième mandat qu'il est en train de chercher. Oui. Quand tu cherches le deuxième mandat, bien évidemment, tu as, ce n'est pas surprenant, tu as tous les leviers. C'est toi qui commandes tous les leviers. Tu ne vas pas te laisser avoir. Mais Mounidiado, donc, ce n'est vraiment pas surprenant que Marc passe. Mais ce n'est pas surprenant, Nafisa. Moi, je finis un mandat. Je voudrais me représenter pour un second mandat, mais j'ai toutes les ficelles à ma main. Ça veut dire que je tire moi-même les ficelles parce que je ne peux pas aujourd'hui faire une élection et puis échouer. Oui. Ça ne peut pas se faire. Donc, je dirais que nous sommes en Afrique. Attendons de voir. C'est un deuxième mandat.
peut-être qu'il ne va pas aspirer à un troisième mandat, comme les autres pays. C'est ça qu'on doit espérer. El Haj Suleiman, quelle analyse faites-vous des élections au Burkina Faso avec Marc Roch qui passe au premier tour avec environ 58% des voix? Oui, je commencerai par dire que ce que mon vient de dire là, c'est extrêmement grave. Dans la mesure où, même si nous sommes en Afrique, il y a quand même des pays qui font des élections vraiment. Ici, en réalité, il est question de savoir est-ce que le processus électoral, est-ce que le cadre électoral est vraiment transparent? Oui. Est-ce qu'on a vraiment une certaine indépendance au niveau, en tout cas, de la CENI, donc l'organe qui organise les élections? C'est ça le plus important. On peut être en Afrique, mais organiser de bonnes élections. Je suis d'accord, au niveau, en tout cas, quelqu'un l'a dit, et il faut être pour organiser les élections et les perdre. C'est-à-dire qu'il y a comme qui dirait, quand on est au pouvoir, on a donc la facilité donc, de manœuvrer pour gagner les élections. Mais la réalité électorale, c'est que quand vous voyez historiquement, que ce soit ici chez nous, tous les partis politiques sur le terrain ont tendance à tricher, ont tendance véritablement à gagner les élections. Chacun dans son fief va essayer de se comporter de manière vraiment avec des abus. Bref, je suis en train de dire que luttons pour que vraiment le processus électoral soit vraiment libre, transparent et indépendant. C'est-à-dire que franchement, on n'aura pas, par exemple, aujourd'hui avec les avancées, on a des fichiers électoraux biométriques. Donc, tout cela, vraiment, je pense qu'il y a un travail de veille citoyenne. Il faut vraiment qu'on puisse tendre vers vraiment des situations où il n'y a aucun doute quand il est fini. Le résultat, vraiment, il n'y a rien à redire. Qu'elle ne soit pas contestée. On est d'accord, absolument. Et voilà pourquoi je pense qu'il nous faut ce pessimisme-là. Non, moi, déjà, par exemple, en ce qui concerne le Burkina Faso, régulièrement, en tout cas, quand vous lisez la presse burkinabé ou bien certains analystes, on pense que le président actuel pourrait prétendre justement en tout cas, être réélu pour un second mandat parce que tout simplement, il a quand même assuré le minimum au niveau de son pays. Et vous savez aussi la posture de l'opposition, souvent, c'est le manque de fair play, on fait le mauvais pardon, mais je pense que véritablement, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'avait pas apporté les preuves que, en tout cas, il a triché, il faut admettre quand on a perdu. Oui. On a vu le résultat des uns et des autres. J'ai vu par exemple, lui, il a eu 54%. Donc, le Zéphirin qui était en 2016, donc le second, il est devenu troisième. C'est un autre membre qui a avancé. Donc, bref, je pense qu'il n'y a pas à redire. Il a gagné les élections. Tant que l'opposition n'apporte pas les preuves qu'il a triché, vraiment acceptant qu'il a gagné les élections, je pense qu'il faudrait vraiment que les gens puissent vraiment mettre les garde-fous, qu'il y ait une certaine veille. Et voilà pourquoi, par exemple, ici au Niger, pour vraiment parler de l'actualité, le fait que l'opposition n'est pas au sein de la CENI, à mon sens, cela en tout cas peut contribuer à conforter un certain manque de fair play. C'est-à-dire qu'on va dire que voilà, mais dans la réalité aujourd'hui, même s'ils ne sont pas au niveau de la CENI, ils sont dans les commissions administratives, ils sont en tout cas en train de contribuer activement au processus électoral. Donc, tout ce qu'ils vont voir, si exactement par miracle on gagne, on va dire que les élections sont indépendantes. Merci donc El Haj Suleiman, comme nous sommes à la fin de cette émission. Donc, oui, rapidement, Ousseini. Juste un mot. Maintenant, la stratégie, le mode opératoire, c'est le premier tour. Le premier tour. C'est-à-dire, je passe au premier tour, je n'ai même pas besoin d'un quelconque allié. Merci donc, chers invités. Ici prend fin ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci donc à El Haj Suleiman qui était resté au bout de la ligne. Memouna Diado, journaliste indépendante. Merci à vous. Hussein Issa également. Rendez-vous ce week-end sur les radios partenaires de Studio Kalangu pour suivre le programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 le samedi, le forum à Hausa sur comment rendre efficace et viable les radios communautaires. Le dimanche, le forum en Zarma sur les voies de recours contre les abus des forces de défense et de sécurité. À la technique, c'était Chombiano Abdelkader, à la régie vidéo Mustafa Ayuba.
À la présentation, Nafisa Adam Sirvo. À très bientôt sur le studio Kalangu.